Je dis à Raphaël, «Tain, j'aimerais trop que ça sonne comme du John Williams» et donc Raph, tout de suite me fait: «Mais écoute, aucun problème, on va s'amuser, on va trouver des trucs ensemble». J'avais fait un court-métrage autoproduit avec mon frère, avec des potes et en fait, on avait aucune idée de comment le mettre en musique et en fait, c'est un ami commun qui nous a mis en relation. On s'est tout de suite super bien entendus. On s'est parlé en référence, on a parlé de films tout de suite. Pas forcément de référence pour le court-métrage en question, mais en général, de nos goûts. Moi, je viens du jeu vidéo, donc j'avais aucun pied du tout dans le cinéma. Je faisais du jeu vidéo depuis le début des années 90. J'avais aussi officié dans ce qu'on appelle la démoscène. Pour ceux qui ne connaissent pas la démoscène, en fait, c'est un phénomène qui est né dans les années 80, qui consistait à des groupes de jeunes qui se réunissaient pour faire ce qu'on appelait des démos. Donc c'était des espèces de clips musicaux et graphiques sur les micro-ordinateurs de l'époque. J'ai même été bien classé, assez populaire. J'avais un pseudo que c'était Audio Monster. Je suis d'une génération qui a grandi aussi avec le jeu vidéo et en fait pour moi j'étais super fier de collaborer avec quelqu'un qui avait déjà comment on dit une ludographie qui était assez conséquente et avec des titres assez connus. J'ai jamais fait de barrière entre la musique de cinéma, de film et la musique de jeux vidéo, c'est-à-dire que moi j'étais autant admiratif d'une BO d'un jeu que d'une BO de film, quoi. Vous avez trouvé quelque chose ? Rien. Personne. À part vous. Vous êtes venu seul? Non, je suis venu avec... Gonnet ? Gonnet ? Gonnet ? Moi, je le vois aussi comme un jeu vidéo, le final du mangeur d'âme, avec des pièces différentes. On a l'impression qu'à chaque fois, on chope un bonus ou un malus et qu'on progresse vers le boss de fin de niveau. Donc c'est vrai que je l'ai vu aussi comme ça. Je sais pas quoi. Chez toi et Alex. Mais pas du tout. Pas du tout. Ben, enfin. Non, mais le langage, de toute façon, la grammaire cinématographique influence énormément le jeu, et vice-versa. Non, mais c'est inconscient, tout ça, évidemment. Là, on rigole, on plaisante, mais le jeu vidéo a longtemps fantasmé le cinéma, a essayé de s'élever, entre guillemets, au rang du cinéma, ce qui était une erreur, parce qu'il avait ses propres codes, et il s'est élevé de lui-même, il n'a pas eu besoin du cinéma, au point qu'aujourd'hui, à bien des égards, le jeu vidéo dépasse souvent le cinéma en termes de mise en scène et que le cinéma a commencé à s'inspirer du jeu vidéo. Donc maintenant, le serpent se mord la queue et il n'y a plus de l'un qui l'emporte sur l'autre, quoi. Qui est mort en premier ? La femme. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'homme a continué à donner des coups de couteau à sa femme très longtemps après sa mort. Puis il a retourné le couteau contre lui. Mais on ne se suicide pas avec un couteau comme ça en frappant au hasard. Je comprends vraiment pas, ça n'a pas de sens. Commandant, vous allez bien ? Oui, ça va. Merci. Je travaille très instinctivement la musique. Alors, il est vrai que, idéalement, il est toujours bon de commencer à potasser la musique sur la base d'un scénario, et donc de se dire comme ça, on aura quelque chose de plus profond en termes de travail, mais par contre, ça peut être à double tranchant, parce qu'on se rend compte que, en fait, c'est au moment du montage que la musique vraiment prend vie et qu'on prend les vraies décisions musicales. Même si on est plein d'intentions, de bonnes ou de mauvaises intentions avant, le rythme impose ça, l'esthétique, la façon dont le monteur a travaillé, qui fait que de toute façon, c'est plutôt à la fin qu'on tranche. Même si ça n'empêche pas d'essayer de structurer. Moi, je pense que c'est important de structurer la musique d'un film. Moi, je peux pas écrire sans musique. Donc j'ai toujours, en général, en plus je choisis des scores et c'est pas tant pour trouver la couleur ou l'émotion qu'on veut générer avec notre histoire, mais c'est plus pour dans une volonté d'immersion. Moi je trouve qu'il y a la narration de la musique de film permet de s'immerger vraiment, je trouve, dans le processus d'écriture. Look at this. What's with all the video gear? It's film. Super 8.
Wait, there was lots of film in the cat's bedroom too. What kind of stuff were they filming? What the fuck is that? Tous les projets sont un peu différents. Surtout, c'est vrai que dans notre filmographie, on a toujours essayé de faire des contre-pieds, d'aller dans des univers un peu différents à chaque film. Et donc, ça appelle évidemment des univers musicaux différents. Avec Alexandre, quand on a les premières discussions avec Raph, je pense que ça doit être dur pour toi parce que c'est souvent bordélique. Il y a plein d'envies qui sont nées du tournage, de l'ambiance, de comment on pressent les scènes. On se dit, tiens, là, on va avoir besoin d'émotions. Il y a plein de moments où on se dit aussi, là, on a des faiblesses, on le sait, et donc il va falloir qu'on soit aidé par Raphaël. Et on arrive souvent avec des noms de films, des noms de compositeurs, lui leur disant, bah, tiens, sur tel film, tu vois, il a tenté des trucs. Et après, en fait, ça s'affine, c'est-à-dire qu'on rentre dans le processus vraiment de montage. On a beaucoup travaillé avec un monteur qui s'appelle Baxter, qui, lui, a une vraie sensibilité musicale, qui a une vraie oreille musicale, qui monte en musique, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un rythme, de trouver le rythme des scènes par la musique. Donc on fait beaucoup de musique temporaire, on fait beaucoup de theme tracks. Parfois, on sait qu'on a trouvé quelque chose vraiment très qui correspond vraiment à ce qui peut le mieux servir la scène. Donc là, parfois, c'est très chiant parce que pour Raphaël, on lui dit « Putain, ça, on s'y est vraiment attaché, on aime beaucoup, on aime vraiment ça. » Et puis parfois, on n'a pas d'idée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé vraiment la bonne couleur. On a mis quelque chose, mais on sait que c'est pas ça. Ou qu'il faut pas de musique. Grand talent aussi de Raphaël, aussi des fois, de nous dire, les gars, mais là, vous êtes fous de mettre de la thème track là, il faut laisser l'émotion vivre et tout. Donc ça, c'est des choses que nous, quand on est en montage, des fois, on n'a plus le recul et on se rend plus compte. Toi, tu as encore cette fraîcheur-là, parce que tu arrives en fin de processus, donc vraiment, tu redécouvres vraiment le film. Mais là, on est au service d'un projet, on est au service en l'occurrence d'un film. Le film, c'est avant tout le film de Julien et Alexandre, donc il faut que la musique les satisfasse avant moi. Il faut que je mette mon ego de côté, mais tout en ne me trahissant pas et en étant quand même fier du travail que j'ai fait. I found an opening, but it's too small for us. Why did you put the music back on? What music? Turn it off. It's not me. There's a well. Fuck! With the grate. Jesus, Ben, turn it off! Depuis quelques films et jeux, moi j'essaye d'adopter une méthode qui peut paraître un peu surréaliste, mais une fois qu'on a eu les premières discussions, qu'on a écouté, alors moi je les invite à m'envoyer, pas forcément, je suis pas forcément fan des theme tracks calés sur les films, mais par contre je suis preneur de liens vers des musiques dont ils pensent que s'ils avaient le choix, qu'ils pouvaient mettre des placeholders sur leur film, ils prendraient ça là, ça là, ça là. Et moi, ça me permet de capter l'ambiance psychologique qu'ils ont envie d'avoir sur leur film, tout en évitant évidemment de plagier ou même de ressembler, mais au moins de restituer la même émotion. Et donc, pour faire ça, la première chose que je fais donc depuis 1 ou 2 films et jeux, c'est que je commence par faire un générique de fin. Parce que pour moi, le générique de fin, en général, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu et entendu. Et donc, j'essaye de faire un générique de fin qui comporterait la majorité des thèmes et des motifs sonores qu'on est supposé retrouver dans le film. Et une fois que je l'ai fait, eux, ils écoutent, ils disent « Ah, ce petit passage-là, ouais, ça, c'est pas mal, je le verrai bien à tel endroit. » Et là, ça commence à se construire. Sur Le Mangeur d'âme, ça a marché, parce que le générique de fin qu'on entend dans le film, c'est à peu près celui que j'ai commencé à faire au début du film. Il faut savoir que la couleur musicale, une fois qu'elle est trouvée, en général, il y a un soulagement pour tout le monde, parce qu'on se dit, bon, Raphaël a trouvé la couleur, on a à peu près la couleur des thèmes. Donc, une fois qu'on a validé et bloqué la bobine 1, ça va beaucoup plus vite et on est tous plus détendus, on va dire, plus sereins sur l'évolution du film musicalement, quoi.
C'est vrai que tout le monde ne travaille pas comme ça. C'est vrai que nous, on découpe encore en bobine, ce qui ne se fait plus. Mais en fait, on aime bien avoir ce rythme de toutes les 20 minutes, d'avoir un événement et on redémarre sur quelque chose de la 20e à la 40e. Il y a un nouvel événement à la fin de la 40e, etc. C'est quand même assez agréable de travailler comme ça parce que, et pour Raphaël et pour nous, il part pas à composer à l'image et après on lui fait tout casser. Non, c'est des petits blocs par petits blocs qu'on lui valide à chaque fois et du coup, c'est beaucoup plus simple même pour les notes de lui dire non, là, tu vois, là, ça pourrait être là, on a besoin de quelque chose qui soit un peu plus enlevé, quelque chose, tu vois, qui soit un peu plus plus lent. Donc il y a une vraie construction. Il vient avec la brume et la tempête. Il souffle sa folie sur les hommes et les bêtes. Si tu entends le murmure de sa forêt et le cri de sa montagne, c'est qu'il se réveille, le monstre infâme. Il est là pour manger ton âme. C'est des choses qu'on a souvent travaillé avec Raph, la frontière entre la musique et le sound design. On l'a fait des fois sur des scènes particulières, des fois sur des choses un peu plus longues, sur Deep House par exemple. Mais là, sur Le Mangeur d'âme, en fait, on savait qu'on avait des images qui allaient poser une ambiance et on voulait en fait que Raph l'accentue en fait. Et l'ambiance, en l'occurrence, c'était effectivement la prédominance de l'élément naturel, de la forêt, de la moyenne montagne et ce sentiment d'étouffement. Tout en donnant aussi un côté menaçant de cette légende qui antédiluvienne, potentiellement dangereuse. Raphaël, il est arrivé avec une proposition qui était en fait très envoûtante parce que justement c'était une musique qui se rapprochait un petit peu du murmure, du vent dans les arbres, justement et du coup ça cochait beaucoup de toutes les cases qu'on avait évoquées, c'est-à-dire vraiment de ce côté menace latente. C'est autour de nous, c'est là, mais on ne sait pas vraiment si ça va nous tomber dessus. C'était vraiment l'intention. J'adore faire ça. Pour moi, ça contribue beaucoup au malaise que j'utilisais aussi, d'ailleurs, je crois, dans Livide. Je pense que c'est vraiment une des choses les plus malaisantes qu'on puisse faire en musique, surtout quand on le fait au milieu de quelque chose qui est pas tonal, mais qui est pas du tout détuné, et puis que d'un seul coup, on casse le truc, et qui sont pas des voix, en fait. Le Mangeur d'âme. Je voulais en même temps essayer d'imiter une voix, mais sans que ce soit une voix. Et pour avoir un rendu un peu hybride et que ça donne un côté un peu étrange et insaisissable. On aurait pu faire quelqu'un qui chante, ça aurait été joli, mais pour moi, c'était peut-être un peu trop évident sur le plan sonore. Et là, on est quand même dans quelque chose d'assez... j'ai envie de suggérer, et donc cette voix, j'ai envie qu'on se dise, mais d'où elle vient? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Est-ce que c'est une plainte? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est une créature? Donc j'ai essayé de rendre ça en essayant d'imiter au maximum une voix sans que ce soit une voix à la base. Tu arrives toujours à nous surprendre en fait. C'est ça que je trouve super. Parfois tu nous fais des contre-propositions avec des sonorités complètement incroyables et on se dit mais d'où il nous a sorti ça? Mais c'est génial. Particulièrement sur la piste Gonnet où je me souviens on avait placé un truc avec une rupture de ton parce qu'on voulait qu'à un moment là on parte dans la tension de manière très abrupte et quand on a entendu effectivement ces espèces de trucs comme ça et on s'est dit mais c'est incroyable. De manière générale, j'utilise tout le temps mon smartphone. Je me balade pas avec un enregistreur, avec la mousse sur le micro, comme ça beaucoup font. Mais évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a plein de moments où, avant, quand il n'y avait pas les smartphones, on entendait un son, et on disait « Oh là là, si j'avais pu
le faire, l'immortaliser. Je sais que j'en aurais fait un truc génial. Aujourd'hui, je suis aux aguets, je suis au taquet. Dès que j'entends un truc intéressant, récemment, il y avait... Près de chez moi, il y avait un chantier avec des grues gigantesques. Il n'y avait pas un chat dans la rue. Du coup, les grues se sont mis à grincer. Et c'était une espèce de ululement qui était très, très inquiétant. Je l'ai pris. Et je me suis dit, ce truc-là, un jour, je vais en faire quelque chose. J'aurais même pas besoin de beaucoup le retoucher. Je pense que ça fera déjà son effet, avec un peu de reverb. C'est hyper important les débuts de film, évidemment musicalement, parce que ça pose une ambiance tout de suite, et on sait exactement où on peut jouer justement avec les contre-pieds, mais en tout cas, on donne une couleur, on donne une émotion au spectateur, et on lui dit, voilà, on va aller dans ce type de récit. Pour Aux yeux des vivants, pour le coup, là, c'était 100% une idée de toi. On n'a jamais mentionné un thème sifflé, et je me souviens très bien de quand tu es venu nous voir et que tu nous as dit, les gars, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tenter un truc sifflé. Et on t'a regardé, on a fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr, hein? On l'a perdu. Voilà, on s'est dit, non mais ok, tes expérimentations à la voix et tout, mais siffler quoi, t'es sûr? Et il nous dit, écoutez, je le tente, je le sens, et je vous fais écouter. Et bah, évidence quoi, c'est-à-dire que d'un coup, on a ce long travelling latéral où se développe ce thème sifflé un peu westernien, hein, même très westernien. Et bah là, on voit ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le recul qu'a Raphaël sur notre travail, que nous, on n'a plus, et lui a identifié tout de suite les motifs du western, en fait. Moi, je veux pas y aller. Allez, t'attaches aux choc. Et sur ce coup-là, pour le coup aussi, j'ai utilisé une faiblesse qui m'est propre, c'est de ne pas savoir bien siffler. C'est-à-dire je siffle très mal, et je voulais que ça soit mal sifflé. Donc je me suis dit, bah alors je vais le faire, ça sera mal interprété, ça va être un petit peu... Je voulais que ce soit un peu sale, un peu déviant, et si je l'avais fait faire par quelqu'un qui sait parfaitement siffler, il me l'aurait interprété impeccablement, et ça aurait pu ressembler à du Ennio Morricone et tout, c'est magnifique, tout ça, mais là c'était pas l'intention, je voulais quelque chose de sale, du coup je dis c'est moi qui vais le faire, parce que j'ai un sifflement très hésitant, vraiment dégueulasse, quoi, c'est vraiment... Et au final, bah, c'est à peu près ce que je voulais au niveau du rendu, quoi. Il y a une dimension dans le film très comic book. La première intention, d'ailleurs, c'était de faire un générique qui était une succession de planches de BD et donc montrer les personnages dans les situations. Et donc, on voulait que ce soit quelle était la perception de ce personnage à travers les yeux des enfants. Pour nous, bah, ça devenait une figure du mal absolue qui peut s'introduire dans les maisons, qui vient te chercher le soir sous ton lit. Tu peux pas te cacher, etc. Putain, les mecs, c'est la dépanneuse de tout à l'heure. T'es sûr? Ouais, je crois. Venons, on va voir. La boîte à musique dans Livide, je l'ai volontairement salie. Je suis parti d'une boîte à musique classique, j'ai joué un des thèmes du film, et le thème d'Anna, justement. Et je l'ai un petit peu détuné, je l'ai sali pour qu'il soit vraiment... qu'on a l'impression d'une vieille boîte à musique qui est encore pleine de poussière, qui tourne à peine, qui est pleine d'humidité, qui s'exprime plus dans un râle que dans des notes percussives, etc. Donc oui, c'était l'objectif là aussi. Sur Livide, j'étais hyper content parce que on se retrouvait enfin sur un projet de long métrage. Voilà, Raphaël a composé plein de trucs et plein de choses très très différentes. Toutes les ambiances qu'on avait plus ou moins réussi à retranscrire à l'image, qu'il a sublimé complètement. Des motifs hyper mélancoliques, des motifs très menaçants, des choses... voilà, ce thème-là de 5 notes, de tout le générique de début. Moi, je suis vraiment hyper heureux du score de Livide. Je le trouve vraiment très, très beau et je trouve qu'il aide énormément le film à plein de moments et je pense qu'il crée une ambiance là où on en manque, il pallie à des effets spéciaux quand ils sont un peu foirés. On a laissé vivre aussi du coup les morceaux parce qu'il y avait des morceaux que je trouvais géniaux. Il y a toute l'arrivée de Lucie sur la maison, il y a plus de 4 minutes sans dialogue, juste de morceaux de musique qui vient raconter l'arrivée dans le parc de cette découverte de cette maison, etc. On a une obsession aussi commune, c'est le thème, quoi. Et donc c'est vrai qu'on aime
tellement écouté des musiques de film en dehors du contexte, donc pour travailler ou pour le plaisir, que c'est vrai que cette obsession du thème revient à chaque projet, à chaque fois. Tout en sachant qu'un thème ne veut pas forcément dire mélodie. Quand je Non, dis bien thème, sûr. un thème, c'est un motif sonore aussi. C'est une texture tellement marquante qu'elle devient un thème parce que les gens l'ont retenu, parce que c'est une texture qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, on a un peu abandonné les mélodies, mais je pense que ça reviendra. Encore une fois, c'est cyclique, hein. Dans les années 70, on était dans une vague synthé comme on l'est aujourd'hui. Et puis est arrivé John Williams et tout le monde s'est mis à faire du symphonique. Depuis, ça s'est de nouveau inversé, on est revenu au synthétiseur, etc. Mais je pense que ça va finir par saturer aussi, et il y a encore autre chose qui va revenir. Mais tout ça, c'est des cycles, c'est un peu comme dans la déco et dans la mode, et voilà, quoi, c'est inévitable. J'aime qu'une BO déjà puisse exister indépendamment d'un film et qu'elle ne soit pas là juste en tapis sonore et qu'elle n'ait qu'un rôle fonctionnel et du coup qu'elle ne marque pas le spectateur au-delà du film. Moi je pense qu'une bonne musique de film doit prolonger son effet en dehors du film. Pour moi, ça, c'est la marque des grands compositeurs, tu vois. C'est de changer de style à chaque film, tout en gardant sa patte, tu vois. Et moi, je trouve que c'est ton cas. Moi, je trouve qu'ils ont leur plus grand talent, hein, il est vraiment graphique. Et je trouve qu'ils ont l'art de constituer de véritables peintures de la terreur, quoi. Dans tous leurs films, je retrouve ça. Et puis je me retrouve tellement dans leur manière justement de dépeindre la terreur. Parfois, quand je lis leur scénar et qu'après je vois leur film, je me dis mais c'est exactement comme ça que je le voyais, que je l'avais, que je m'étais fait une image mentale et tout. Là, vraiment, il y a une connexion pour moi avec eux. On évolue dans des genres qui sont très codifiés. Et les spectateurs de ce genre de film connaissent ces codes par cœur, et donc c'est des clichés souvent. Et nous, on s'est toujours considéré avec Alexandre comme des spectateurs avant tout. C'est-à-dire que nous, quand on écrit, quand on réalise, on se met toujours à la place du spectateur. Et modestement, on essaye toujours de contrer les attentes. Et de se dire, là c'est sûr, les gens vont penser qu'il va y avoir un jumpscare. On essaye toujours de faire des contre-pieds et d'être un peu originaux dans la manière d'amener la sensation de malaise, de peur, de surprise. Ouais, c'est ça que j'adore aussi, c'est que toi, quand tu le retranscris en musique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'arrive toujours à être surpris, en fait. Donc voilà, donc je sais pas si on arrive à se faire peur mutuellement, mais en tout cas, ça continue l'alchimie est bien parce qu'on se surprend, quoi. Il y a toujours cette dimension-là d'excitation, de se dire comment il va l'interpréter, comment il va le délivrer, quoi. Est-ce qu'entre vous, vous faites peur? Est-ce que vous arrivez à vous surprendre Non. par vos images, par vos sonorités?